À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours et exceptionnellement, on va faire un petit cours sur Purim, étant donné que demain, c'est le Ta'anit Esther et après-demain, on aura le premier jour de Purim dans certaines villes d'Israël et le vendredi, ça sera en Rousselarets, à Paris notamment, ainsi qu'à Jérusalem, on fêtera Purim. Alors, toute petite parenthèse, pourquoi cette différence de temps? Alors, on voit dans le traité de Megillah, à la toute première page, Megillah Nikrat Beyud Aleph Beyud Bet Beyud Gimel Beyud Dalet Betet Vav Lo Pachot Velo Yoter. La Megillah, elle peut être lue en réalité le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15 Adar, pas avant et pas après. Et en fait, ça dépend à l'époque, il y avait des villes fortifiées, et les villes fortifiées, justement, du temps de Yoshua bin Nun, elles lisaient le 15, donc dont Jérusalem. Les autres villes, les grandes villes, lisaient le 14. Et en fait, les petits villages, étant donné qu'ils n'avaient pas minyan pour lire la Megillah, alors on sait qu'ils montaient dans les villes, soit ce qu'on appelle le jour de la Knissa, le jour du marché, et c'était soit lundi, soit jeudi. Ce sont les jours où d'ailleurs vous remarquerez où on lit la Torah, parce que justement c'est des moments où les villageois vont forcément monter en ville pour vendre leurs fournitures ou bien pour s'approvisionner, et grâce à ça, ils vont pouvoir être aussi en minyan, et donc on en profite pour leur lire la Torah et on leur lira la Megillah. Et c'est pour ça en réalité que la Megillah peut être lue le 11, parce que si le 14 Nissan, si par exemple le 14 Nissan tombe un dimanche, alors il va falloir remonter jusqu'au jeudi d'avant, ce qui fait que le jeudi, ce sera le 11, si je ne vous dis pas de bêtises. Et dans ce cas-là, alors les villageois liront la Megillah le 11 avec les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on a ces différences de temps. Alors aujourd'hui, on n'a plus vraiment de villages. Du coup, c'est comme les villes fortifiées et les villes normales. Villes fortifiées comme Jérusalem, on fait Purim le 15 et les villes normales, on le fera le 14. Alors, après cette brève introduction, je suis tombé, Baruch Hashem, en Israël, sur un livre absolument extraordinaire chez un ami, La reine que vous pensiez connaître par le Rav Forman. Et en réalité, il nous donne tout un aspect psychologique. Alors, excusez-moi, parce qu'on vient d'apprendre que quelqu'un est en train de lire ce livre, donc désolé s'il y aura un petit peu de spoil, mais il est absolument extraordinaire. Et on voit tout l'aspect psychologique de la Megillah. Notamment, une des questions qui se sont posées, c'est, on sait que Esther Hamalka, lorsqu'elle a été envoyée par Mordechai je vous resitue le contexte, il y a un décret émis par Aman, qui est entre guillemets le méchant de l'histoire, Aman Aracha, il fait un décret pour exterminer tous les Juifs, parce qu'en réalité, il avait une très grande amertume envers Mordechai qui ne se prosternait pas face à lui. Donc, il a fait un décret pour détruire tous les Juifs. Mordechai a donc envoyé Esther, qui est une reine, qui est la reine avec Achashverosh, qui est une des femmes d'Achashverosh, qui est donc le roi, qui est régné, comme on dit dans le traité de Megillah, qui est régné sur 127 provinces et qui en réalité régné sur le monde entier, Mehodou Ve'at Kush, comme il est marqué dans la Megillah, de la ville de Hodou jusqu'à Kush. Alors il y en a qui disent que les deux villes, elles étaient très proches, donc comme elles sont très proches, c'est qu'il faut faire tout le tour du globe aussi pour atteindre l'autre. Il n'y a pas juste ce moyen rapide, il y a aussi tout le tour. Ou bien on dit que c'était Mamash, les deux extrémités du monde, ce qui prouve bien qu'il régnait sur le monde entier. Plus tard, dans la Gemara, on voit aussi qu'il y avait 50 personnes qui régnaient sur le monde entier, etc. Mais on va pas trop c'est juste les petits points de culture intéressants à retenir et qui sont sympathiques à ressortir le jour de Purim. Mais donc, on a Esther, qui est la femme de Achashverosh, qui doit lui demander d'épargner le peuple juif et de retirer le décret de Haman. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas vu le roi depuis un certain temps. Et pour rentrer chez le roi, il doit tendre son sceptre pour accepter qu'elle rentre. Sinon, elle pourrait être mise à mort. Ça allait très rapidement, malheureusement, à l'époque. Et Baruch Hashem, elle rentre chez lui un petit peu sans prévenir. Elle fait des ta'anit avant, elle jeûne avant. De là, on voit aussi la force du jeûne pour retirer les mauvais décrets et pour éviter les mauvaises choses, Chas v'Shalom. Et le roi accepte de la recevoir, il tend son sceptre et déjà, c'est un très grand miracle. Et là, le roi, il lui dit, tu peux me demander tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. Donc si on est à la place d'Esther, on sait c'est extraordinaire. Il est prêt à me proposer la moitié du royaume. Moi, tout ce que je vais lui demander, c'est
Je vais lui dire, tu sais, il y a un décret contre un petit peuple qui est disséminé dans tes contrées. Aman, il a fait ce décret, juste retire ce décret, ne les extermine pas. Elle aurait pu faire ça. Contrebalancer par rapport à la moitié du royaume, c'est facile. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au roi de faire un premier repas, un premier festin avec le roi, Aman et lui, et elle. D'abord, on ne comprend pas. Et le pire, c'est que pendant le premier festin, elle a quasiment rien fait et elle a demandé à ce qu'on fasse un second festin. Voilà, on ne comprend plus rien. On est à la place d'Esther. Elle doit absolument sauver le peuple juif. Elle a fait des ta'anit pour ça. Et là, elle a l'occasion, le roi il est prêt à lui donner la moitié de son royaume. Elle décide de faire un festin avec lui et Aman. Et elle profite de rien pendant ce festin. Et après, elle demande à faire un deuxième festin dans lequel, en réalité, elle va dénoncer Aman, qui va être pendu, etc. Alors, c'est assez impressionnant. Donc, le Rav Forman, en réalité, il répond à cette question en disant que, on dit que Esther, d'ailleurs on dit ça aussi dans la Gemara Megillah, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait des traits du visage tellement particuliers, elle était tellement belle, on avait l'impression qu'elle était d'origine de partout, qu'elle avait toutes les origines. On ne savait pas d'où elle venait parce qu'elle ressemblait en même temps à tout le monde. Et Mamash, on dirait qu'elle avait toutes les origines. Excusez-moi de me répéter. Et, à vrai dire, elle n'avait jamais dit au roi qu'elle était juive. Donc maintenant, imaginez la situation. Elle se trouve devant le roi qui est prêt à lui donner la moitié de son royaume. Elle est reine quand même du royaume. Et là, elle lui dit, s'il te plaît, je suis juive, sauve mon peuple. Alors là, le roi, tout de suite, il va se poser une question, il va se dire, alors quoi? Tu veux retirer un décret de mon royaume pour sauver ta communauté, tes citoyens. Donc en réalité, à qui tu appartiens? Est-ce que tu appartiens à mon royaume en tant que reine? Ou bien en réalité, tu es vraiment la reine, la leader des Juifs, et tu es prêt à aller pour les Juifs à l'encontre d'un décret du royaume, et donc tu rivaliserais avec nous. C'est ce que le roi aurait pu se dire, Shalom. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu le prendre de front comme ça. Et elle lui a juste dit, je veux juste faire un festin avec Aman et toi. Et il y a marqué dans la Megillah, et c'est extrêmement intéressant, il me semble que les mots, c'est pour pouvoir l'honorer, ou bien faire un festin avec lui. En tout cas, ce qu'il y avait à remarquer dans ce verset, c'était le singulier. Elle a convié Achashverosh et Aman, et elle dit, c'est pour pouvoir l'honorer, ou bien faire un festin avec lui. Je ne me souviens plus exactement des mots. Mais en réalité, lorsqu'on réfléchit, c'est un petit peu ambigu. Parce qu'elle a invité deux personnes, elle devrait utiliser le pluriel. C'est pour vous honorer, mais c'est pour faire un festin avec vous. Mais elle utilise le singulier. Et là, à ce moment-là, il y a une petite idée qui va commencer à germer dans la tête de Achashverosh, qui va se dire, attends, elle parle de singulier. Singulier, ça veut dire soit ça correspond à moi, soit ça correspond à Aman. Non, ça devrait correspondre à moi. Mais pourquoi est-ce que d'un coup, elle veut faire un festin avec Aman et moi? Qu'elle veuille dîner avec moi parce que c'est ma reine, ok. Qu'il y ait mon Premier ministre Aman, c'est bizarre. Et qu'elle me dise qu'elles veulent faire un festin avec lui, pourquoi préciser avec lui? C'est que forcément, elle parle d'Aman. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se passer, Chazéchem, quelque chose entre Aman et ma reine. Et là, cette idée et cette légère jalousie commencent à germer en lui. Il faut un premier repas, tout se passe bien. Et ensuite, elle va demander à faire un second repas. Et en réalité, elle va émettre de plus en plus l'idée dans la tête d'Achashverosh, comme quoi il serait probable que Aman et elle aient une relation. Et arrive le second repas où elle dénonce Aman. Et en réalité, dans son idée, pourquoi est-ce qu'elle était prête à montrer qu'il y avait une relation entre les deux? Comme ça, au pire, si le roi ne veut pas retirer le décret, alors elle a juste à lancer une bombe comme quoi son Premier ministre la courtise, son Premier ministre veut courtiser sa reine, veut récupérer sa reine, parce que d'ailleurs, dans un épisode qui s'est passé entre les deux festins, on voit que Achashverosh n'arrive pas à dormir, et d'après Rav Forman, c'est justement à cause de cette idée que Haman voudrait peut-être récupérer sa reine. Et
il demande qui se promène dans la cour, qui est réveillé. Et c'était Aman qui, en réalité, voulait demander au roi de tuer Mordechai. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il était là dans la cour. Il avait déjà construit la potence de 50 coudées pour pendre Achashverosh sous les conseils de sa femme. Donc, il s'est trouvé dans la cour du roi pour lui demander. Et le roi, jamais il n'arrivait pas à dormir. Et il a demandé à ce que Aman monte pour lire le livre des souvenirs de tous ceux qui ont fait des bonnes choses au roi. Et bien entendu, il tombe sur l'histoire de Mordechai qui avait sauvé le roi de 2 traîtres qui voulaient l'assassiner. Et donc, le roi, il pose la question à Aman, il dit, si tu devais honorer et récompenser quelqu'un qui t'a fait du bien, qui a fait du bien au roi, qu'est-ce que tu ferais? Et Aman, il dit, je l'aurais revêtu de la couronne royale, des habits royaux, j'aurais mis moi-même le roi, j'aurais fait en sorte que le roi le mette sur son cheval pour le montrer, le proclamer dans toute la ville. Et là, le roi, quand il entend ça, j'ai entendu juste pour l'anecdote, mais vous le savez tous, Aman disait ça en pensant qu'on parlait de lui, mais en réalité, il parlait de Mordechai, et c'est lui qui est allé atteler le cheval pour Mordechai, et qui en réalité allait avoir cette honte, parce que il a honoré son plus grand ennemi. Et quand le roi il entend ça, il réfléchit, il se dit, attends, j'ai l'impression que Aman, déjà, il veut courtiser ma reine. Et en plus de ça, il est en train de dire qu'il pense que je parle de lui, et donc il dit qu'il aimerait ma couronne, qu'il aimerait mes vêtements, qu'il aimerait que moi-même je le monte sur mon cheval. Il dit, il veut pas seulement ma reine, il veut aussi mon trône, il veut mon royaume, il veut tout. Il commence énormément à se méfier de Aman. C'est ça, en fait, la route de secours de Esther. Parce que Esther se dit, si j'arrive pas à retirer le décret, alors je vais dire que Aman a voulu me courtiser. Et là, le roi sera pris d'un élan de colère. Et même s'il nous tue, nous deux, même si je me sacrifie, au moins, Aman serait mort et son décret disparaîtrait. Et c'est pour ça, en réalité, qu'elle a attendu. Donc, arrivé au second festin, là, Esther, tout de suite, elle dénonce Aman et elle ne dit pas qu'ils n'ont pas de relation. Elle parle juste d'autre chose. Elle dit que Aman, il est là et il veut l'atteindre elle et tout son peuple en les décimant. Maintenant, on peut remarquer quelque chose, c'est que comme je vous ai dit au début, on ne savait pas que la reine Esther était juive. Parce que si le roi savait qu'elle était juive, il n'aurait pas laissé passer le décret. Et justement, elle ne veut pas dire qu'elle est juive, parce que sinon le roi va penser qu'elle fait plus attention aux juifs qu'à son propre royaume. Donc personne ne sait qu'elle est juive. À partir de ce moment-là, une fois que Esther a dit « Aman est contre moi, et il veut me tuer ainsi que tout mon peuple », alors on se pose une question, pourquoi est-ce qu'elle a utilisé ce terme alors qu'en réalité, Aman, il ne peut pas lui en vouloir, il ne peut pas vouloir la tuer elle, parce qu'il n'est même pas au courant qu'elle est juive. Mais en réalité, on voit que le roi, tout au long de l'histoire, il a toujours pris des décisions un petit peu hâtives, sans trop réfléchir, et Esther comptait dessus que le roi ne réfléchisse pas trop et qu'il se dise juste « Aman veut mon royaume, il veut ma reine, là apparemment il veut tuer ma reine, il veut s'en prendre à la personne la plus proche de moi, alors tout de suite je vais le tuer ». Mais malheureusement, ça ne marche pas comme prévu et le roi veut se retirer pour réfléchir. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est un moment de grand danger. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, la Megillah ne dit rien, mais on a Esther et Aman seuls dans la même pièce. Aman, il pourrait être pris de colère en disant quoi, mais j'étais même pas au courant que tu étais juive. Il pourrait vouloir la tuer, il pourrait vouloir la raisonner, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et bon, Hachem, apparemment, ça ne s'est pas trop mal passé. Et après, effectivement, on a miraculeusement quelqu'un qui passe et qui montre au roi que Haman a construit dans l'arrière-cour de son jardin une potence haute de 50 coudées pour tuer Mordechai. Et donc il dit au roi, regarde, Haman, il a fait tout un décret pour une seule raison, pour tuer juste Mordechai. Il va tuer tous les Juifs juste pour tuer Mordechai. Donc le roi, il voit ça, il voit que Haman, en réalité, il abuse de ses pouvoirs royaux et il décide à ce moment-là de l'exécuter lui et tous ses fils sur la potence. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que vous le savez, mais on voit dans la dernière page de la Megillah, donc justement on exécute les 11 fils de Haman. Les 11 fils de Haman, ça correspond aussi
aux 11 généraux nazis qui ont été tués lors des procès de Nuremberg. Et d'ailleurs, on retrouve la date du procès de Nuremberg, 1945, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve dans la Megillah à ce moment-là. Et il y a même, à ce qui me paraît, un nazi qui a dit juste avant d'être tué que la chose la plus extraordinaire qu'il a vue dans sa vie, c'est que justement, tout était déjà écrit dans la Megillah, parce qu'on lui avait montré les textes, on lui avait montré qu'il y aurait vraiment 11 personnes qu'ils allaient tuer, tout comme les 11 fils de Haman, et qu'il y avait marqué la date des procès de Nuremberg dans la Megillah, et ce qui est absolument extraordinaire. Et vous pouvez le rechercher, vous le trouverez, c'est vraiment marqué dans les textes. On peut aussi se poser une question, c'est pourquoi est-ce que Haman a été si hâtif en construisant cette potence? Et ça, justement, c'est sa femme qui lui a dit, demain, on va demander au roi pour juste tuer Mordechai, tu lui dis qu'il te manque de respect, etc. Mais on voit que là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un coup de jus, on va dire, à Haman pour qu'il s'énerve et qu'il se dise, non, je vais le faire tout de suite, je vais construire maintenant la potence et je vais les exécuter. Et Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, il a voulu pendre Mordechai, alors c'est lui qui a été pendu avec ses fils. Maintenant, on est à un point de l'histoire où justement, Haman est Niftar, il est mort, mais le décret est toujours là. Alors comment le retirer? Ce qui se passe, c'est qu'il demande donc au roi une seconde fois, maintenant ils sont censés être contents, le roi redit à Esther, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me le demander. Mais c'est toujours délicat pour Esther de dire, bon écoute, voilà, on a tué Haman, mais moi ce dont j'ai besoin, c'est qu'on retire le décret. Et c'est vraiment délicat. Elle a trouvé, de toute façon, elle est allée assez directe, elle l'a supplié, elle a commencé à pleurer à ses genoux. Et il a dit, regarde, je vais donner à Mordechai mon sceau royal pour faire n'importe quel décret, mais sache qu'un ancien décret ne peut pas être retiré, parce qu'un décret du roi ne peut être effacé. Donc là, on se dit, Mordechai, il a eu beaucoup de fois. Esther, elle a reçu en cadeau la maison de Haman. Mordechai, il a reçu des habits royaux ainsi que la bague, le sceau du roi pour pouvoir promulguer des nouveaux décrets. Mais le problème, c'est que tout ça, ça ne sert à rien, étant donné qu'on ne peut pas retirer un ancien décret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de promulguer un nouveau décret. Un décret qui, en réalité, allait aider un petit peu le premier, aider les Juifs pour le premier. Ils ont écrit dans ce décret que tous les Juifs ont le droit de se défendre et de récupérer le butin de leurs ennemis. Alors, on se pose la question, on se dit, est-ce que ça va suffire? Parce qu'en réalité, on sait que les décrets, ils s'adressent, comme on voit dans la Megillah, aux généraux, aux princes, etc., comme quoi ils pouvaient détruire les Juifs. Et là, ils voient un deuxième décret, marquant que les Juifs peuvent se défendre. C'est d'accord, c'est une petite nation, ça va être facile. Et donc, comme quoi les Juifs peuvent se défendre, et il a rajouté qu'ils peuvent prendre le butin. Mais on voit que dans la Megillah, il y a marqué à maintes et maintes reprises que les Juifs, justement, n'ont pris aucun butin de guerre parce que c'était interdit. Donc, on se dit, alors pourquoi est-ce qu'il a marqué qu'ils pouvaient prendre les butins? Et même une troisième question, quand on avance un peu dans la Megillah, on voit que Mordechai, il s'habille avec une couronne royale, avec de beaux vêtements, il commence à faire une grande parade dans toute la province. Et donc, normalement, quand est-ce qu'on parade à la vue d'une guerre? C'est lorsqu'on a gagné la guerre. Mais là, non, quand on suit la chronologie de la Megillah, il fait ça avant la guerre. On se pose la question, on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En réalité, il est en train de faire cette grande parade pour montrer, pour que tout le monde sache qu'il est juif, qu'il est à la tête du royaume, qu'il a un très haut poste et qu'il est content et qu'il est même prêt et qu'il a une telle arrogance qu'il est certain de gagner la guerre. La preuve, il la célèbre avant même de l'avoir commencé. Et c'est ça en réalité ce qu'il a voulu faire pour contrebalancer le premier décret, puisque juste marquer que les Juifs pouvaient se défendre, tout le monde dirait, écoute, les Juifs veulent se défendre, il n'y a pas de problème, on est 10 fois plus fort qu'eux, on va les massacrer. Alors non, il a ajouté qu'on pouvait prendre le butin. Comme ça, on va voir que les Juifs sont prêts à gagner et ils veulent s'enrichir. Et là, il commence à faire une parade comme quoi il a vraiment un haut rang et il montre à tous les fonctionnaires en même temps du royaume
que c'est lui qui représente le royaume. Et s'il veut demander à la police, par exemple, de les aider, d'aider les Juifs, alors il a le pouvoir de le faire. Et là, il a toute la plus grande province, tout le plus grand royaume qui est derrière lui et derrière les Juifs. Et c'est comme ça qu'il a réussi à contrebalancer le décret de Haman. Voilà, le livre n'est pas terminé, mais je vous ai fait un résumé très rapide de toutes les pages absolument merveilleuses de ce livre. Et c'est réfléchir de ce point de vue psychologique, pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça à tel événement, etc. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est pas mon habitude ni rien, mais vraiment, je vous conseille ce livre. Je vous rassure, je touche rien par rapport à tout ça, mais Mamash, c'est extra. Ça fait de très belles histoires à raconter à Purim, en espérant d'ailleurs que demain, Bezrat Hashem, vous passez un très bon jeûne. Alors, légère astuce. Raphaël, je corrige, c'est 1946. 1946, Nuremberg. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Un an après la fin de la guerre. Alors, sachez juste que, toute petite parenthèse, c'est très bon de manger avant le jeûne des raisins verts. Ça calme beaucoup. Ah, dommage. Bon. J'en ai pas. Ah, fallait envoyer ça sur le groupe avant. C'est vrai, je viens d'y penser. Non, on va manger des pâtes. Les pâtes, c'est très bon aussi pour le jeûne. Exactement, tous les féculents qui restent bien sur l'estomac. Essayez le raisin vert, c'est plein d'eau et ça garde bien. Bon, c'est rien du tout, c'est le matin, ça commence rien. C'est pas comme le jeûne qu'on débute la veille. C'est rien du tout. On se réveille le matin, un bon café, au revoir. Un bon verre d'eau. En espérant que vous passez tous un très bon jeûne et que vous passez tous un Chag Purim Sameach. Ah, vous êtes à Géreux, vous?